Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le professeur la défie devant tout le monde. Il ignore qu'elle est un génie des mathématiques. Dans les couloirs lustrés du Bayshore Institute of Technology, chaque pas semblait résonner comme un écho de pouvoir et de prestige. Les murs étaient habillés de bois noble, les sols en marbre clair reflétaient la lumière des suspensions modernes, et les plaques dorées gravées au nom des anciens lauréats décoraient chaque recoin comme les reliques d'un temple savant. Située sur la côte est des États-Unis, l'université accueillait l'élite intellectuelle du pays et prétendait façonner l'élite de demain. À Bayshore, on ne parlait pas, on théorisait. On ne regardait pas les autres dans les yeux, on les jaugeait. Chaque étudiant semblait courir contre le temps, contre ses camarades, contre l'échec dans un monde où l'erreur coûtait plus cher que la fatigue. Les professeurs, eux, se comportaient comme des généraux d'une guerre académique, distribuant les savoirs comme des privilèges et les humiliations comme des leçons nécessaires. On y respirait l'intelligence comme un parfum, mais un parfum entêtant, celui de la compétition froide, de la suprématie intellectuelle, trop souvent, d'un mépris assumé pour ceux qu'on estimait en marge du jeu. C'est dans ce décor brillant et cruel qu'évoluait Autumn Carter, une femme afro-américaine dans la quarantaine, discrète, souvent courbée sous le poids de son chariot de ménage, et encore plus sous celui de son passé. Chaque soir, lorsque les amphithéâtres se vidaient et que les lumières passaient en mode veille, elle apparaissait. On ne la voyait pas vraiment. Elle faisait partie du décor, comme les extincteurs rouges ou les poubelles noires. Les rares étudiants qui lui adressaient la parole le faisaient sur un ton poli mais distant, comme on remercie un serveur ou un chauffeur sans jamais vraiment s'y attacher. On l'appelait « la dame de ménage ». D'autres, plus moqueurs, murmuraient entre eux, la silhouette silencieuse. Elle ne répondait jamais. Mais ce que personne ne savait, ou plus exactement, ce que personne n'avait pris le temps de découvrir, c'est qu'Autumn Carter avait autrefois habité l'autre côté de ce monde. Pas comme une servante, mais comme une étoile montante. Autumn était née dans une petite ville du sud de l'Alabama, dans un quartier oublié des cartes, mais pas du racisme ordinaire. Fille d'un pasteur et d'une institutrice, elle avait grandi dans une maison pleine de livres, de silence et de calculatrices. Dès l'âge de 8 ans, elle résolvait des équations que son instituteur refusait de croire qu'elle avait faites seule. À 11 ans, elle construisait des démonstrations pour s'amuser. À 16 ans, elle entrait à l'université d'Auburn, boursière, surdouée, inarrêtable. Ses professeurs parlaient d'elle comme d'un phénomène. Elle avait cette façon rare de « sentir » les mathématiques, d'en saisir l'élégance derrière la complexité. Ses papiers étaient clairs, brillants, poétiques. Elle publiait, donnait des conférences, représentait son université dans des congrès internationaux. Puis elle rencontra Marcus, un jeune avocat passionné par la justice sociale. Leur amour fut rapide, profond, évident. Ils se marièrent, eurent une fille, Lina, leur trésor. Autumn poursuivait son doctorat pendant que Marcus défendait des familles victimes d'injustice raciale dans un système qui refusait encore d'écouter. Jusqu'au jour où Marcus ne rentra pas. Un contrôle de police. Une voiture, suspecte, dans le mauvais quartier. Une bousculade. 3 balles dans le dos. L'enquête fut classée sans suite. Autumn s'écroula. Elle dut quitter son doctorat en cours d'année. Les frais juridiques l'avaient ruinée. Sa belle famille lui tourna le dos. La maison fut saisie. Elle prit sa fille de 6 ans et monta vers le nord, espérant recommencer quelque chose. N'importe quoi. Quelque chose de digne. Mais la vie, elle, n'attend pas qu'on se relève avec dignité. À New York, elle trouva un petit appartement insalubre dans le Bronx. Puis un emploi grâce à une voisine haïtienne qui travaillait dans les services de nettoyage. L'université Bayshore cherchait du personnel de nuit. Quand on lui proposa le poste, elle hésita. Travailler dans un lieu où elle aurait pu enseigner, où elle aurait pu diriger un département. Mais il fallait nourrir Lina. Alors elle accepta. Sans un mot. Sans raconter son histoire. Elle rangea ses publications dans un carton, ses diplômes dans un tiroir, son passé dans sa gorge. Chaque soir, elle regardait les jeunes marcher là où elle avait rêvé de marcher. Parfois,
elle s'arrêtait devant les tableaux et lisait les équations, comme on lirait des lettres d'un amour perdu. Et chaque soir, en silence, elle se répétait. Un jour, peut-être. Mais pas maintenant. Pas encore. Ce soir-là, pourtant, dans l'amphithéâtre 204, le destin décida que le « pas encore » avait assez duré. C'était un de ces soirs où l'automne impose un silence particulier. La lumière tombait doucement sur le campus, dorant les vitres des amphithéâtres, et le vent, chargé de feuilles mortes, caressait les façades de pierre avec une mélancolie sourde. L'air portait une certaine gravité, comme si le monde attendait quelque chose. Dans l'amphithéâtre 204, le professeur Richard Hale achevait son cours magistral, debout devant un immense tableau noir couvert de signes cryptiques, de courbes et de variables. Son ton était sec, tranchant, presque théâtral. Son ego le précédait de plusieurs mètres, comme une ombre arrogante. Il enseignait la théorie avancée des équations différentielles, un cours réputé comme l'un des plus exigeants du département. Seuls les meilleurs étudiants pouvaient y prétendre, et encore moins espéraient le terminer avec mention. Ce soir-là, une dizaine d'entre eux étaient restés. Les plus brillants, les plus affamés de reconnaissance. Parmi eux, Jessica Monroe, en double majeur mathématiques et physique, qui ne dormait que 3 heures par nuit. Ryan Goldberg, fils d'un magnate de Wall Street, qui tentait de gagner l'estime de son père à coups de démonstration. Et Sacha Patel, prodige silencieuse, qui résolvait des intégrales comme d'autres récitaient des poèmes. Le professeur Hale se tourna à moitié, prit une craie neuve, et dans un mouvement lent, presque cérémoniel, écrivit une équation longue, dense, délibérément obscure. Les étudiants cessèrent de respirer. Voilà un petit défi, déclara-t-il, son ton trempant dans l'ironie. Résolvez cela sans erreur d'ici demain, et vous gagnerez une mention exceptionnelle. Mais honnêtement, je doute que l'un de vous en soit capable. Un murmure parcourut la salle. Certains prirent des photos. D'autres fronçaient déjà les sourcils, calculant mentalement les premières étapes. Une étudiante soupira, et dans ce léger flottement, la porte du fond s'ouvrit doucement. C'était Autumn Carter. Elle entra avec la lenteur de l'habitude, son chariot de nettoyage grinçant à peine. Vêtue de son uniforme bleu foncé, les cheveux attachés sous un bandeau noir, elle se dirigea vers le fond de la salle. Elle s'arrêta brièvement, par réflexe, en entendant le ton du professeur. Son regard tomba sur le tableau. Et là, tout changea. Elle s'arrêta net. Son souffle se suspendit, comme happé par la masse d'équations inscrites devant elle. Quelque chose dans sa mémoire se réveilla. Un vieux courant électrique au fond de son esprit. Elle connaissait cette structure. Ou plutôt, elle reconnaissait l'ossature sous-jacente du problème, les couches cachées, les pièges mathématiques, les illusions d'optique algébrique. C'était un terrain qu'elle avait jadis arpenté en rêve. Le professeur Hale, l'ayant repéré, tourna la tête vers elle avec ce sourire pincé qu'adoptent ceux qui aiment se moquer sans se compromettre. « Eh bien, Madame Carter, c'est ça? Vous arrivez juste à temps. Peut-être qu'un miracle mathématique se cache dans vos gants en caoutchouc? » Rire. Sec, moqueur. Les regards se tournèrent vers Autumn. Certains ricanèrent franchement, d'autres la regardèrent avec cette condescendance polie qui tue plus sûrement que le mépris. Mais elle ne bougea pas. Ne détourna pas le regard. Elle observa l'équation avec calme, presque avec tendresse. Elle se souvenait. Elle se souvenait des longues nuits à tracer ses lignes sur des carnets tachés de café, du sentiment de vertige lorsqu'une solution s'éclairait, de la beauté brute que seul un vrai mathématicien sait voir dans un système complexe. Elle posa lentement ses gants sur le bord du chariot, s'essuya les mains sur son pantalon, et s'avança. Lentement. Silencieusement. Chaque pas qu'elle faisait vers le tableau était une fracture dans l'ordre établi. Une femme de ménage, noire, osait s'approcher du cœur sacré de l'élite. C'était presque un sacrilège. Elle s'arrêta devant le tableau. Attrapa une craie. Sa main tremblait légèrement, pas de peur, mais d'émotion. 10 ans qu'elle n'avait pas tenu une craie de cette façon. « Je peux essayer, » murmura-t-elle, d'une voix douce, mais claire. « Je n'ai pas de diplôme d'ici, mais j'ai étudié ce type d'équation. » Le professeur Hale croisa les bras, un sourcil levé. Un sourire en coin.
Il n'y croyait pas une seconde. Allez-y, montrez-nous ce miracle, dit-il avec amusement. Autumn se mit à écrire. D'abord lentement, pour se réapproprier le rythme. Puis plus vite. Chaque mouvement de sa main effaçait une année de silence, chaque ligne une injustice subie. Son écriture était nette, fluide. Elle réarrangea l'équation. Introduisit un changement de variables astucieux. Factorisa, simplifia, anticipa les singularités cachées dans l'expression. On aurait dit une danse mathématique, pas de performance, juste une conversation intime avec la vérité. L'amphithéâtre retenait son souffle. Les étudiants, d'abord moqueurs, ne comprenaient plus. Elle allait trop vite pour eux. Mais ces transitions étaient logiques, solides. C'était beau. Le professeur Hale cessa de sourire. Il s'approcha lentement, fronçant les sourcils, comme s'il était en train de lire une langue oubliée. 15 minutes. Puis Autumn reposa la craie. Elle recula d'un pas, essoufflée mais droite. Elle ne cherchait ni l'approbation, ni l'applaudissement. Juste la vérification de ce qu'elle savait déjà, elle était toujours capable. Elle lut, ligne par ligne. Ses doigts tremblaient à peine. Il s'arrêta, recula, puis se passa la main sur le menton. C'est exact, souffla-t-il. Dieu du ciel, c'est parfaitement exact. Les étudiants écarquillaient les yeux. Certains chuchotaient. D'autres fixaient Autumn comme si elle venait d'inverser la gravité. Jessica Monroe, le téléphone à la main, filmait la scène, bouche entr'ouverte. Elle savait qu'elle venait d'assister à quelque chose de rare. De réel. De puissant. Comment avez-vous su, demanda timidement un étudiant. Autumn, toujours calme, baissa les yeux, presque gênée de tant d'attention. J'ai étudié ce type d'équation pendant mes recherches doctorales. Il y a longtemps. Mais les mathématiques, elles ne m'ont jamais quittée. Le lendemain matin, alors que le campus s'éveillait lentement sous un ciel d'automne gris perle, les serveurs de l'université étaient déjà saturés. Une vidéo de 15 secondes, filmée en toute discrétion par Jessica Monroe, circulait à la vitesse d'un éclair. Une femme de ménage résout un problème que même les meilleurs étudiants n'osaient attaquer. Le plan était tremblant, mais clair, on y voyait Autumn Carter, blouse modeste et gants pendant à sa ceinture, écrire calmement une solution d'une clarté déconcertante sur un tableau noir. TikTok, Instagram, Twitter, Reddit, les réactions fusaient de partout. Les mots « héroïne oubliée »,« génie invisible », leçon d'humilité s'accumulaient. Des professeurs de grandes universités partageaient la vidéo avec stupéfaction. Certains identifièrent immédiatement la méthode de résolution, reconnaissant une approche novatrice, presque artistique, dans la manière dont elle avait réduit l'équation. À l'université même, une atmosphère étrange régnait. Les étudiants passaient la vidéo en boucle. Certains la regardaient en silence. D'autres, jadis rieurs, détournaient les yeux en croisant Autumn dans les couloirs. Quelques heures plus tard, le doyen de la faculté de mathématiques, le professeur Eli Patterson, un homme réputé pour son exigence autant que son intégrité, demanda une réunion urgente avec Autumn. Le message était clair, rédigé avec un respect inhabituel. Madame Autumn Carter, merci de vous présenter au bureau du doyen à 15 heures. C'est important. Autumn arriva à l'heure. Elle portait toujours son uniforme, par réflexe. Elle entra dans le bureau, silencieuse, droite malgré l'angoisse dans sa poitrine. Patterson se leva, la salua avec une gravité rare, et prononça ces mots qu'elle n'avait plus entendus depuis des années. Doctoresse Autumn Carter. Un long silence s'installa. Autumn, interdite, sentit ses mains trembler légèrement. Le doyen lui désigna une chaise et sortit un dossier épais, couvert de poussière. Son ancien dossier universitaire. Il le posa délicatement sur la table. « Ce que vous avez fait hier soir, dit-il posément, ce n'était pas un hasard. Ce n'était pas un coup de chance. C'était le travail d'une scientifique, d'une chercheuse. Et à en croire votre passé, c'est ce que vous avez toujours été. » Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, des publications dans des revues spécialisées, un mémoire de master intitulé « Modélisation chaotique des trajectoires orbitales en dynamique non linéaire », des lettres de recommandation signées par d'éminents chercheurs.
Des lettres, jamais envoyées. Pourquoi avez-vous abandonné? Demanda doucement le doyen. Autumn baissa les yeux. Puis, dans un souffle. Ma mère est tombée malade. Puis j'ai eu Lina. Les postes étaient rares. Les factures ne l'étaient pas. Un silence. Patterson hocha lentement la tête. Parfois, le monde n'a pas su voir ceux qui avaient de la lumière en eux. Mais il n'est pas trop tard. Voilà ce que je vous propose, une bourse complète. Vous reprenez vos recherches. Vous enseignez. Vous redevenez ce que vous auriez toujours dû être. Autumn Carter resta figé. Une larme silencieuse glissa sur sa joue. Ce n'était pas l'argent, ni la reconnaissance qui l'émeuvait. C'était l'idée qu'elle pouvait désormais montrer à sa fille Lina, qu'on n'est jamais trop vieux, ni trop invisible, pour faire ce qu'on aime profondément. Elle accepta. Dans les semaines qui suivirent, Autumn troqua son uniforme de ménage contre une blouse d'enseignante. Elle prit en charge un séminaire intitulé « Méthode alternative en mathématiques avancées ». Les étudiants l'écoutaient avec admiration. Certains l'appelaient professeur Carter. D'autres, simplement Madame Autumn, par affection. Quant au professeur Richard Hale, il ne fit jamais de déclaration officielle. Mais ses étudiants remarquèrent un changement subtil. Dans ses cours, lorsqu'il abordait certains types de problèmes, il évoquait désormais la solution Carter, une approche brillante et originale inspirée de celle d'Autumn. Était-ce un hommage discret? Une tentative de se racheter? Ou simplement un rappel, humble et silencieux, que même les plus arrogants peuvent apprendre quelque chose, surtout de ceux qu'ils avaient ignorés. Et dans une chambre modeste, chaque soir, Autumn racontait à Lina une histoire différente. Pas une fable. Pas un conte. Mais la sienne. Celle d'une femme qui avait mis ses rêves en veille pour survivre, puis les avait rallumés, un soir d'automne, dans l'amphithéâtre 204. Et désormais, Lina savait. Le génie, parfois, porte une blouse. Mais il brille toujours, quand on lui donne la craie. Quelques années plus tard, Autumn Carter était désormais connu sous le titre de professeur titulaire en mathématiques appliquées au Bayshore Institute of Technology. Sa réputation avait transcendé les murs du campus. Ses travaux sur les structures non linéaires dans les systèmes chaotiques étaient enseignés dans plusieurs universités prestigieuses. Des chercheurs du MIT et de Stanford la citaient dans leurs publications. Mais Autumn était restée fidèle à elle-même, humble, calme, rigoureuse. Dans son bureau au dernier étage du bâtiment Descartes, à côté d'un grand tableau noir recouvert de symboles mathématiques, de courbes fractales et de suites divergentes, trônait une pancarte en bois gravée à la main. Elle n'était pas là pour impressionner. Respecte toujours ce que tu ne comprends pas. Il pourrait te surprendre. C'était une phrase que peu comprenaient à sa juste valeur, sauf ceux qui connaissaient son histoire. Chaque matin, des étudiants passaient devant elle avec admiration, certains espérant un mot, un regard, un commentaire sur leur projet. Elle enseignait avec passion, racontant parfois l'origine improbable de sa « méthode Carter » devenue célèbre. Ce n'était pas seulement une technique de résolution mathématique, mais une philosophie, prendre un problème par un angle inattendu, refuser les idées toutes faites, écouter le silence là où les autres criaient. Mais ce qui marquait le plus les élèves n'était pas son intelligence, c'était son humanité. Chaque soir, lorsqu'elle terminait ses cours et rangeait ses affaires, elle descendait les escaliers du bâtiment, son cartable en cuir contre la hanche. Et là, toujours, elle s'arrêtait quelques secondes dans les couloirs. Elle croisait les femmes de ménage, les agents d'entretien, les techniciens de maintenance. Autumn les saluait tous par leur prénom, leur adressait un sourire sincère ou un petit mot de remerciement. Elle ne les regardait pas comme des ombres. Parce qu'elle savait, mieux que quiconque, que derrière chaque uniforme, derrière chaque personne que le monde jugeait ordinaire, se cachait peut-être un génie étouffé par les circonstances, une étoile qu'on n'avait jamais laissé briller. Et tandis que ses collègues de faculté la voyaient comme une étoile montante, Autumn Carter, elle, n'oubliait jamais la femme qu'elle avait été, le balai à la main, dans ces mêmes couloirs, ignorés par tous. Elle avait percé le plafond de verre non pas en le brisant avec bruit, mais en l'effaçant avec grâce et persévérance. Et désormais, à chaque fois qu'un étudiant ou une étudiante doutait d'eux-mêmes, elle leur répétait doucement, en regardant son tableau. Ce n'est pas d'où tu viens qui compte. C'est ce que tu fais avec ce que tu sais.